Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, par Nella Arambazin. Centre de recherche interdisciplinaire et transculturel, CRIT EA 3224, Besançon, Université de Bourgogne-Franche-Comté. La question du regroupement des disciplines et de leur hybridation constitue l'horizon actuel de la réflexion sur les régimes disciplinaires. Le débat est particulièrement intense dans les sciences sociales, qui présentent le cas particulier d'associer contradictoirement une extrême rigidité institutionnelle et une grande incertitude paradigmatique. Fabiani 2006/34. Questionner la pluri-inter-transdisciplinarité est devenu incontournable pour la réflexion scientifique contemporaine, toutes disciplines confondues. Un grand nombre de publications témoignent de cette préoccupation à la fois partagée et non consensuelle, qui certes renvoie chaque discipline à un domaine du savoir institutionnel dans le monde académique, d'où elle tire un pouvoir d'expertise et de contrôle, mais dont le néo-positivisme met soit à l'écart la dimension humaine et la capacité d'autonomie de l'individu par rapport à ce qui le conditionne. DOS 2013/111, soit mène au scientisme qui se rapporte par certains traits à la pensée magique, au point que dogme et hérésie rythment l'évolution des disciplines. Aubin 2013/177-178. Successivement, les écoles scientifiques prescrivent leurs modèles qui s'érigent en paradigme et font dès lors passer à la trappe ce qu'il y avait encore d'ouvert dans les débats épistémologiques. Desrosières 2006, cité par Michel 2012/101. Ce n'est pas scientifique est aussi violent que l'anathème, Volton 2013/2011. De fait, nous sommes en Occident les héritiers de la science moderne qui émerge au XVIIe siècle, époque où l'académisme élabore ses connaissances en divisant les sciences naturelles dans l'enclos de ses catégories. Cook 2011/103. Déconstruire par la suite des catégories académiques s'avère acrobatique. Pour reprendre l'image de l'historien Paul Venn, chaque discipline est comparable à un bocal. Une fois qu'on est dans un de ces bocaux, il faut du génie pour en sortir ou innover. On croit habiter des frontières naturelles. Venn 1983/127. Cette croyance à une naturalité disciplinaire ne tient plus, dès lors qu'est mis en évidence le caractère ambigu de certaines analogies-catégorisations, faisant apparaître un continuum qui rend artificiel le clivage traditionnel entre analogie et catégorisation. Sander 2012/149-150. Avec ses concepts nomades, migration conceptuelle, concept voyageur, transfert et autres heureuses contaminations, l'interdisciplinarité opère désormais sur fond d'analogie et de métaphore en vue d'augmenter sa valeur de créativité. Darbellé 2012/14-20. Si pareille entreprise a pu causer la polémique engagée par Sokal et Bricmont en 1997 sur les impostures intellectuelles, reconfirmée en 2005 par les pseudosciences, il faut rappeler que leur point de vue épistémologique ancré dans les sciences exactes reconduit la séparation entre les deux cultures, scientifique et humaine, en disqualifiant les philosophes, psychanalystes, essayistes des sciences humaines et sociales qui empruntent des concepts aux sciences non sans hasard appelées dures. Si ce caractère normatif renvoie à une conception hiérarchique des sciences, inversement, les échanges indisciplinés Rancière 2004, qui n'en sont pas moins conscients des limites de cette pratique de l'emprunt, cherchent à réexaminer les représentations de nos connaissances par leur mise en perspective historique. Michel 2012/100-106. Une généalogie est alors à même de dessiner les lieux où les savoirs disciplinaires non pas se croisent mais se constituent, ce qui affecte ces savoirs d'un coefficient d'incertitude, parce que la discipline une fois instituée en a perdu la mémoire. Ibid 107. Réciproquement, ce lieu indéterminé de la mémoire devient aussi celui d'une reconfiguration possible des savoirs dans leur forme prédisciplinaire, symbolique, pratique et discursive. La plupart des transformations de la configuration générale des disciplines a lieu en effet sur les frontières ou aux lisières des savoirs. Elles sont aussi indissociables des transferts d'instruments ou de généralisations symboliques, pour parler comme Kuhn, qui conduisent à de nouvelles formes d'organisation du travail et de division des tâches, mais aussi à des changements de langage ou de style scientifique. Fabiani 2006/20-21. Contrairement à la juxtaposition des savoirs en spécialité d'autant plus performante qu'elle se passe d'interroger le principe de l'ordre social qui organise le travail et divise les tâches,
Il s'agit de se demander comment se forgent de nouvelles alliances au sein d'une société qui se définit par ses alliages et non par ses outils. Deleuze et Guattari 1980/114. Sans entrer dans le débat entre technophiles et technophobes, dont le degré de confiance dans le possible scientifique détermine la vision à venir du monde en termes de risque, d'incertitude radicale ou de précaution. Encory 2012/216-219. On peut chercher à mettre en évidence, non pas les outils qui fabriquent cette incertitude, mais plutôt les alliages qui façonnent un nouvel encyclopédisme, ce que Gilbert Simondon, au sein même de l'anthropotechnique qu'il annonce, tient pour un humanisme. Tout encyclopédisme est un humanisme. Si l'on entend par humanisme la volonté de ramener à un statut de liberté ce qui de l'être humain a été aliéné, pour que rien d'humain ne soit étranger à l'homme, mais cette redécouverte de la réalité humaine peut s'opérer en des sens différents. Chaque époque doit découvrir son humanisme, en l'orientant vers le danger principal d'aliénation. Simondon 1958/101-2. En vue de cet humanisme à découvrir, la construction intellectuelle du champ du contemporain ne saurait faire l'économie de la mondialisation, qui pour l'anthropologue Gérard Lanclus oblige à réfléchir à l'échelle de la planète et non plus du seul Occident, ce qui devrait largement contribuer à déplacer les frontières disciplinaires au sein du vaste ensemble de disciplines regroupant les sciences dites historiques. Lanclus 2006/89 note 14. Ainsi, avec certaines notions à la mode comme métissage, hybridation, créolisation, l'interdisciplinarité s'inscrit dans l'espace-temps d'une histoire plurielle, des études culturelles, postcoloniales et de genre, qui sont elles-mêmes redevables des études comparatistes, d'où l'injonction lancée aujourd'hui aux chercheurs, comparer. C'est un travail scientifique en soi qui devrait mobiliser tout le monde académique. Volton 2013/216. Bien loin du XIXe siècle qui avait pu comparer les peuples à partir d'une théorie évolutionniste de l'histoire dans le but de dresser une typologie des stades de l'humanité, il s'agit d'accorder à la méthode comparative, dans son universalité, la valeur d'une traduction. Berthoud 1992/124-125. Parce qu'instable et inexacte, la traduction est sans cesse en quête d'ajustement et de perfectibilité, si bien que les degrés d'altérité enrichissent la comparaison et plus encore produisent des alliages imprévus. En ce sens, comparer c'est aussi faire que la rencontre avec les relations pénètre et corrompe tout, mine l'être, le fasse basculer. Substituer le et au est. A et B. Le et n'est même pas une relation ou une conjonction particulière. Il est ce qui sous-tend toutes les relations, la route de toutes les relations, et qui fait filer les relations hors de leurs termes et hors de l'ensemble de leurs termes, et hors de tout ce qui pourrait être déterminé comme être. Un ou tout. Le est comme extra-être, inter-être. Deleuze 1996/71. Les articles regroupés dans ce volume tentent précisément de mobiliser le et plutôt que le est entre les interventions, qui d'emblée mettent en relation sur un même plan les chercheurs confirmés et les doctorants. Ces interventions se présentent non seulement comme 8 manières d'interroger dans le champ disciplinaire de chacun eux, le coefficient d'incertitude à partir duquel les connaissances se sont constituées, mais aussi suivant 4 volets, 2 interventions qui se font face en diptyque et amènent le lecteur à s'interroger sur les liens à établir entre elles et sur les échos qui en rythment l'ensemble. 2 par 2, avec un exposant 4, s'élabore une expérience de la méthode comparative située sur l'indétermination des frontières disciplinaires et des catégories. Le sous-titre de l'ouvrage semble nous induire à réfléchir sur la forme négative d'un substantif, la détermination, qui en revanche délimite ou marque des limites au terme d'une décision, d'où découle une série d'effets et de phénomènes, dont le déterminisme au XVIIIe siècle aura fixé les conditions d'existence philosophique et scientifique. Une fois le principe de causalité du déterminisme remis en question, les concepts de non-causalité, de hasard, d'incertitude, de probabilité ou d'aléatoire ont entre autres permis de développer de nouveaux savoirs, tels les statistiques et la physique quantique, Popper 1984-1954. Que l'indétermination soit également heuristique dans les sciences humaines et sociales, aura d'emblée été démontré par le modèle bourdieusien, qui en sociologie reprend explicitement à Einstein et Infeld la notion de champ, non pas pour rabattre celle-ci sur la description qu'en donne la physique en termes de force, mais afin d'en expérimenter la fécondité,
lorsqu'elle est utilisée pour rendre compte d'une constitution continuée des disciplines. Michel 2012 sur 102-103. Parce qu'il existe une dimension territoriale des savoirs dont certains seulement atteignent le niveau institutionnel. Adèle 2011 sur 185. Le recueil s'ouvre et se referme sur le mouvement émergent des territoires de la pensée, depuis la cristallisation d'un symbole préhistorique en schème architectural labyrinthique, I1, jusqu'à la reconnaissance identitaire postcoloniale effectuée outre-mer par une resacralisation de l'art aux Antilles et à l'apostrophe. Affirmation de la parole poétique aborigène, 4, 7 et 8. Si la conception de l'assistance publique au XVIIIe siècle en France atteint également un niveau institutionnel, I2, celle d'une Welt littérature au tournant des XIXe et XXe siècles se mesure certes aux sciences humaines naissantes, mais se heurte à des frontières étatiques politiques, 3. 5, dont la juridiction migratoire contemporaine prend la relève, affirmant institutionnellement la rigidité, mais aussi l'embarras moral grandissant, 3. 6. Sur le plan intra-européen, la didactique d'une part qui permet d'analyser le passage de l'oral à l'écrit dans l'apprentissage d'une langue étrangère, et la traductologie d'autre part qui s'intéresse au passage transfrontalier et translinguistique de la littérature, 2. 3 et 4, adoptent une perspective épistémologique toujours propice à l'accueil de l'émergence, c'est-à-dire aux effets dont la réalité dépasse les causes ou même l'occulte, à l'acceptation du hasard et de l'incertitude, Beignet 2013 sur 29. Ces variations inter- et intraculturelles aboutissent à des schèmes de la pratique, Descola 2005 sur 135-162, qui dans le cas hospitalier comme dans celui du labyrinthe, des arts plastiques ou de la poétique, de l'apostrophe. Apprentissage des langues étrangères ou de leur traduction littéraire, politique et juridique, offre à la fois un modèle de construction collective, mythico-religieuse, idéologique, éducative, identitaire, et un modèle de circulation entre deux niveaux de réalité, la géométrie et la spiritualité, la raison et la folie, l'oral et l'écrit, le français et le russe ou le croate, l'espace de jeu et l'enfermement, l'aliénation et l'exil, associant explicitement pratique et représentation symbolique. Adèle 2011 sur 129. À l'instar de l'anthropologie des savoirs qui encourage à se déprendre des partages abrupts ou des hiérarchies apparemment universelles, Adèle, 2011 sur 11, on peut effectivement supposer qu'entre croire et savoir, comme entre faire et penser, connaître et percevoir, se dessine aussi dans chaque discipline une frontière plus ou moins prononcée selon le geste qui classe, ibidem. 21. Entre l'irrationalité des uns et l'hésitation des autres, il en va d'une nouvelle étape à franchir, celle de la cohabitation pacifique des mondes cognitifs et symboliques, dont l'ouverture à d'autres modes de pensée, passés ou non occidentaux, peut servir de champ de prospection, sachant que les connaissances scientifiques sont beaucoup plus marquées qu'on ne le croit par l'importance des contextes socioculturels. Volton 2013 sur 220-222. Il s'agit non seulement de se confronter aux effets structurés du savoir, en tant que produit de l'environnement naturel, social et symbolique qui les met en œuvre, mais aussi à leur effet structurant, qui de façon inverse contribuent à organiser les individus et les institutions qui les portent ou les reflètent. Morin 2008, commenté par Adèle, 2011 sur 13. Ainsi, une nouvelle pragmatique des savoirs pousse à contextualiser les sujets chercheurs au regard des objets de leur recherche en termes de lieux de savoir, Jacob 2007 sur 17-40. Cette localisation est déterminée aujourd'hui par la taylorisation scientifique, la spécialisation des marchés, l'augmentation du volume des connaissances, la baisse de l'érudition, qui à la fois empêche d'acquérir des visions synthétiques, Volton 2013 sur 213, et occulte le pouvoir des institutions. Ainsi, est-ce l'articulation entre catégories de classe, race, genre qui permet au mieux de produire un savoir situé, et qui, loin de se réduire à un point de vue singulier ou une connaissance incorporée à la personne qui l'énonce, passe par un moi divisé et contradictoire, longtemps occulté en sciences humaines par la fiction des apostrophes. Un universel masculin entier, occidental, généralisant et neutre, Haraway 2007-1988, 121-122. Que le savoir situé ait pu notamment s'opposer à la traditionnelle association entre rationalité scientifique et neutralité politique, oblige à se demander si même sans revendication, le savoir ne serait pas toujours à la fois scientifique et politique, Fonkern et Wallin 2016. Dans le cas de Kerry Reed Gilbert qui clôt le volume en nous offrant un poème inédit,
l'engagement dans la décolonisation demeure indissociablement féminin et collectif, intergénérationnel et immémorial, aborigène et universel. Lorsque se produit de manière performative la remise en question de la division des sciences, on détient la condition première selon Michel de Certeau pour élaborer une combinaison sociale différente. Cette praxis doit être distinguée de la révision théorique des disciplines ne pouvant que mettre en cause leur articulation les unes avec les autres et dévoiler tout un système de rapports historiques et sociaux, qui est aussi une combinaison de places occupées et de pouvoirs détenus. La praxis teste en revanche des mots, concepts ou méthodes suivant un nouvel usage, incorrect par rapport aux définitions passées et imprécis par rapport aux déterminations. Certeau 1993, 1974, 163 à 164. D'où la nécessité de s'interroger sur les termes employés et leur usage comme mise à jour d'altérité au sein des langages qui façonnent le monde. Car si les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde, explique Wittgenstein, il y a assurément de l'indicible, auquel se confronte le disciple logico-scientifique. Wittgenstein 1993, 1922, 93 5.6, 112 6522. Or si à cet indicible se rattache la mystique, l'éthique et l'esthétique, ce n'est pas comme le serait une énonciation insensée, mais bien comme un autre monde qui se montre et demande à être formulé. De fait, si seulement on ne tente pas d'exprimer ce qui est inexprimable, alors rien ne se perd. Bien au contraire, l'inexprimable est alors inexprimablement compris dans ce qui est exprimé. Wittgenstein 1986 sur 209. Dehors et dedans du langage dévoile la porosité des mondes, qui en revanche éloigne le philosophe du positivisme logique, et dans un même geste, le porte vers l'art, faisant de la conjonction éthico-esthétique l'aboutissement de la pensée du point de vue énonciatif. Vaillancourt 2014 sur 96, 107. Qu'il s'agisse d'ajuster les images ou les concepts à ce qui échappe au rationnel, de l'apprentissage tâtonnant d'une langue étrangère, du travail laborieux de la traduction littéraire, de l'association cosmopolite de la disparité des langages culturels, des hésitations de la terminologie juridique, du geste artistique ou de la parole poétique, la praxis interculturelle touche à cette conjonction éthico-esthétique où chacun s'invente une autre humanité. Les œuvres et les textes produits, aussi singuliers soient-ils, relèvent d'un agencement collectif d'énonciation, d'actes et d'énoncés en constante interaction. De fait, l'agencement a d'une part des côtés territoriaux et reterritorialisés qui le stabilisent, d'autre part des pointes de déterritorialisation qui l'emportent. Deleuze et Guattari 1980 sur 112. Entre la ligne de fuite, qui emporte un déserteur à s'exiler, et l'impossibilité des migrants à passer une frontière. 3. 5 et 6, s'élabore aussi une réflexion sur la circulation des savoirs, indissociable du mouvement de la pensée et d'un ailleurs qu'elle tente de localiser pour se déporter jusqu'à ses confins. Sachant qu'en français, depuis le XVIIIe siècle, frontière devient synonyme de limite quand il s'applique aux langues, frontières linguistiques, et à des notions susceptibles d'être assimilées à des espaces, frontières entre le bon goût et le mauvais goût, entre la vie et la mort. Guilleux 2003 sur 1. L'extension internationale de l'acception étatique et juridique de ce terme a relégué dans un lointain passé gothique les notions évasives de marche et de confins. Trousset 1993 sur 25, mais doit permettre d'effectuer aussi un parcours en sens inverse aujourd'hui, pour comprendre ce que les existences humaines situées aux limites des nations manifestent jusque dans leurs expressions menaçantes, indicibles ou éthico-esthétiques. Car les termes qui désignent dans leur instabilité même ceux qui arrivent aux frontières, renvoient une image en miroir de ceux qui projettent sur eux leur imaginaire. La technique fictionnelle est au principe même de nombre d'opérations normatives, et plus particulièrement juridiques lorsqu'il s'agit de distribuer aux personnes des statuts et des rôles qui permettent la construction d'un ordre social durable. La fiction juridique qui consiste à faire comme si, à transférer sur l'un les compétences, droits et obligations, de l'autre constitue le rôle lui-même qui est ainsi préservé des contingences empiriques, pourra continuer à être joué non pas par quiconque mais précisément par une personne, persona. Clairaut 2004 sur 104-105. Au rivage de nos champs du savoir, dans l'écart entre la ligne qui sépare les terres émergées des terres immergées, Guilleux 2003 sur 5-6, les séminaires menés entre 2015 et 2017 ont produit temporairement et localement un cadre transdisciplinaire particulier, Barbara 2011 sur 184-185.
local, cette épistémologie a en effet besoin d'un espace expérimental pour articuler entre elles les disciplines sans les couper de l'histoire des idées et des cultures internationales qui les conditionnent, surtout ponctuellement, au moment de leur rencontre. S'il est donc légitime de définir le pouvoir du savoir par cette capacité de transformer les incertitudes de l'histoire en espace lisible, une stratégie plus qu'une tactique que soutient et détermine le pouvoir de se donner un lieu propre, Certeau 1990/60, le CIEH et CIEFI demeure pour les sciences humaines et sociales ce lieu propre, à partir duquel il a été possible de rendre visibles des pratiques émergentes du savoir dans un contexte européen et mondialisé. Patrick Renaud développe aujourd'hui l'Observatoire interactif des mobilités et des vulnérabilités, OIMV, qui relie entre eux universités, acteurs de la société civile et personnes précaires accompagnées dans leur retour à la citoyenneté. Dorénavant, l'indétermination des frontières disciplinaires n'inclut pas que la remise en question des catégories de l'espace académique, mais également les distinctions entre langage des chercheurs, des membres praticiens des associations partenaires et des minorités ou personnes précaires accompagnées. Ces reconfigurations sont celles du sujet humain, qui d'une époque à l'autre ne cesse de migrer entre des assignations qui tentent de le fixer, mais que l'interdisciplinarité, qui se nomme souvent humanité, plus récemment encore études et pratiques culturelles, sur le continent américain. MC Donald de 1993/422-425, remet au centre de ses préoccupations juridiques, politiques, linguistiques, didactiques, philosophiques, médicales, anthropologiques, archéologiques, sociologiques, littéraires ou artistiques, car ce sujet n'est pas unique mais multiple et contradictoire, et sa pluralité se mesure aussi à l'aune des disciplines qui peuvent l'approcher pour le donner à voir et à entendre dans sa vivante mobilité. Bibliographie. Adèle Nicolas, 2011, Anthropologie des savoirs, Paris à Collin. Ancori Bernard, 2012, La production et la circulation des connaissances scientifiques et des savoirs profanes dans nos sociétés techniciennes, in Frédéric Darbelléed, La circulation des savoirs. Interdisciplinarité, concept nomade, analogie, métaphore, Berne, Peter Lang, page 203 à 240. Aubin Jean-Pierre, 2013, Indiscipliné de toutes les disciplines, dispersez-vous. Une Hermès numéro 67, Jean-Michel Beignet et Jacques Perriault. Interdisciplinarité, entre discipline et indiscipline, Paris, CNRS, page 173 à 178. Barbara Jean-Gaël, 2011, La transdisciplinarité, concept et enjeu, la leçon des neurosciences, in Claude de Brued, La transdisciplinarité. Comment explorer les nouvelles interfaces, Paris, Hermann. Barthélemy Jean-Hugues, 2013, Encyclopédisme et théorie de l'interdisciplinarité, in Hermès numéro 67, Jean-Michel Beignet et Jacques Perriault. Interdisciplinarité, entre discipline et indiscipline, Paris, CNRS, page 165 à 170. Mertout Gérald, 1992, Vers une anthropologie générale. Modernité et altérité, Genève, Droz. Beignet Jean-Michel, 2013, Seul le désordre est créateur, in Hermès numéro 67, Jean-Michel Beignet et Jacques Perriault. Interdisciplinarité, entre discipline et indiscipline, Paris, CNRS, page 25 à 31. Certeau Michel de 1993-1974, La culture au pluriel, Paris, c'est Bourgois. Certeau Michel de 1990-1980, L'invention du quotidien, tome 1 Art de faire, 1980 Gallimard. Clairaut Jean-Pierre 2004, Les raisons de la fiction. Les philosophes et les mathématiques, Paris, Collin. Cook Alan Sir, FRS, 2011, One World Harmony, in Claude de Brued, La transdisciplinarité. Comment explorer les nouvelles interfaces, Paris, Hermann. Darbellé Frédéric 2012, Introduction générale à F. Darbelléed, La circulation des savoirs. Interdisciplinarité, concept nomade, analogie, métaphore, Berne Peter Lang. Deleuze Gilles et Guattari Félix, 1980, 1000 plateaux, Paris aide de minuit. Deleuze Gilles, 1996, Dialogue entre Gilles Deleuze et Claire Parnet, Paris Flammarion. Descola Philippe, 2005, Par-delà nature et culture, Paris Gallimard. Los François, 2013, À l'école des annales, une règle, l'ouverture disciplinaire, in Hermès numéro 67, Jean-Michel Beignet et Jacques Perriault.
Interdisciplinarité, entre discipline et indiscipline, Paris, CNRS, page 106 à 112. Fabiani Jean-Louis 2006, À quoi sert la notion de discipline, in Jean Boutier, Jean-Claude Passeron et Jacques Revel ed. Qu'est-ce qu'une discipline, Paris ed. de l'EHESS, page 11 à 34. Fonkern Leslie et Wallin Marie, 2016, Savoir situé et savoir sur le corps, Introduction. Association Effigie, Université de Toulouse. Consultable sur le site http://effigie-atelier.hypothèse.org/2433. Guilleux Nicole 2003, pour une définition de la frontière entre lexique et droit, in Bernard Fouqued, à propos de frontières. Variations sociocritiques sur les notions de limite et de passage, Berne, Peter Lang, page 1 à 9. HARAWAY Donna, 2007-1988, Situated Knowledge, The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, Savoir situé, la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle, in Manifeste Cyborg et autres essais, Science, Fiction, Féminisme, Exiled. Jacob Christian 2007, Lieu de savoir. Espace et communauté, Paris, Albin Michel. Lanclus Gérard 2006, L'anthropologie et sa discipline, in Jean Boutier, Jean-Claude Passeron et Jacques Revel ed. Qu'est-ce qu'une discipline, Paris, ed. de l'EHESS, page 69 à 93. MC Donald Christie, 1993, Les transferts discursifs comme opérateurs de changement, in Claude Duché et Stéphane Vachon ed. La recherche littéraire, Objet et méthode, Saint-Denis, Presse universitaire de Vincennes, Montréal, XYZ. Page 421 à 426. Michel Jacques, 2012, Vertu et risque de l'interdisciplinarité et de la pluridisciplinarité, in Frédéric Darbellé ed. La circulation des savoirs. Interdisciplinarité, concept nomade, analogie, métaphore, Berne, Peter Lang, page 85 à 109. Morin Edgar 2008, La méthode Paris-Seuil. Popper Karl, 1984-1954. L'univers irrésolu, plaidoyer pour l'indéterminisme Hermann. Rancière Jacques 2004, Revue Labyrinthe numéro 17, Jacques Rancière l'indiscipliné. Sander Emmanuel 2012, Analogie et transfert de connaissances. Une perspective cognitive et développementale, in Frédéric Darbellé ed. La circulation des savoirs. Interdisciplinarité, concept nomade, analogie, métaphore, Berne, Peter Lang, page 149 à 170. Simondon Gilbert, 1958, Du mode d'existence des objets techniques, Paris-Aubier. Trousset-Paul, 1993, La frontière romaine et ses contradictions, in Yves Roman ed. La frontière. Séminaire de recherche, Lyon, Travaux de la Maison d'Orient, volume 21, page 25 à 33. Vaillancourt Thibault 2014, Deleuze et Wittgenstein, comme deux jumeaux assis dos à dos, in Poltier Hugued, dans le labyrinthe de la pensée, Lausanne, UNIL, études de lettres, page 95 à 113. Venn Paul 1983, Les Grecs ont-ils cru à leur mythe, Paris, Seuil. Wittgenstein Ludwig 1986, Lettres inédites, réunies et présentées par Jean-Pierre Cometti, Ludwig Wittgenstein, Marseille, Sud, page 199 à 205. Wittgenstein Ludwig 1993-1922. Tractatus Logico-Philosophicus, Paris Gallimard. Volton Dominique, pour un manifeste de l'indiscipline, in Hermès numéro 67, Jean-Michel Beignet et Jacques Perriault ed. Interdisciplinarité, entre discipline et indiscipline, Paris, CNRS, page 210 à 222. 1. Construire le savoir sur l'envers de la raison. On sait enfin de quelle nuit les jours sont entourés. De quelles erreurs nos vérités, de quels non-être nos réalités. Cette frontière spatiale formelle qui était déchirure selon le pathos, est aube ou crépuscule selon la raison. Michel Serres, Hermessin. La communication, édition. De minuit, 1968, page 178. Roger Bénévent, Alexandra Bénévent. Le labyrinthe archétypal, structure et origine philosophique. Il existe un engouement pour le symbole du labyrinthe depuis les origines les plus lointaines jusqu'à aujourd'hui, où dans certains pays, aux États-Unis et en Europe, des individus tracent et fabriquent des labyrinthes, définitifs ou éphémères, pour des cérémonies religieuses, initiatiques, dans les hôpitaux, les prisons et les écoles, ou de tout autre ordre.
Le labyrinthe fait partie des dizaines de symboles qui ont été le sujet de plus de 50 années de recherche personnelle, dont une partie des résultats est présentée dans le livre Liber Corax, Bénévent 2004. L'inquiétude spirituelle profonde qui entoure le labyrinthe depuis toujours méritait qu'un ouvrage soit consacré à ce seul symbole, La voie retrouvée du labyrinthe, Bénévent 2016. Cette nouvelle approche des labyrinthes n'apparaît pas dans les ouvrages traditionnellement cités à ce sujet. Aussi la bibliographie se réduit-elle aux seuls livres qui fournissent les principales représentations de labyrinthes actuellement répertoriées et à partir desquels l'analyse a été effectuée, Kern, 2000 et Saward, 2003. Le travail entrepris est d'emblée pluridisciplinaire. Une approche archéologique, géométrique voire architecturale dans un premier temps s'est enrichie ensuite d'une approche symbolique et ésotérique. Cette étude se veut exhaustive. Ainsi est-ce à partir des représentations labyrinthiques répertoriées en archéologie, datant de toutes les époques et éparpillées sur l'ensemble de la planète, qu'elle a été réalisée. Cela a permis de mettre en évidence l'authentique structure archétypale du labyrinthe, la plus archaïque, pour ensuite comprendre ses origines mystico-philosophiques. Exemple de quelques labyrinthes d'époque et d'origines très diverses. Structure archétypale du labyrinthe. Tout d'abord, il faut préciser les règles qui définissent la structure des véritables labyrinthes. Il s'agit d'une construction faite de méandres concentriques avec à la fois une seule entrée, un cheminement unique, on ne peut donc pas s'y perdre comme dans les dédales détournés en activité ludique, et un véritable centre sans retour possible. Les véritables labyrinthes, une seule entrée qui conduit via une voie unique à un seul centre. Afin de mener une analyse approfondie du cheminement labyrinthique, le choix de rester proche du graphisme que nous a laissé la Grèce, le labyrinthe dit cnossien, permet de demeurer conforme aux plus anciennes traces que la recherche archéologique nous a données. De plus, le graphisme de ce labyrinthe, que l'on retrouve frappé sur les monnaies cnossiennes, est relativement simple et s'avère d'autant plus fiable pour représenter un modèle qu'il est le plus clairement exprimé. L'examen attentif du cheminement du labyrinthe cnossien, dans son expression la plus simple, a permis de définir 3 opérations primordiales. Une première opération au cours de laquelle le centre, une première fois observé, va être en partie cerné par le cheminement. Une seconde opération au cours de laquelle le cheminement va contourner par un retournement, cette première avancée. Une troisième opération où s'opère l'encerclement de l'ensemble, par un nouveau retournement du cheminement, avant d'assurer l'ultime rencontre avec le centre désiré. On peut constater la nécessité de 3 passages au-dessus du centre, indiquant chaque fois la conclusion d'une opération. Le labyrinthe cnossien et son cheminement. Les 3 opérations primordiales du cheminement labyrinthique. Après ces 3 opérations, d'autres prolongements sont envisageables avant d'atteindre le centre mais uniquement à l'intérieur de la cosse formée par les 3 opérations primordiales. Le labyrinthe grec, dit cnossien, est le paradigme le plus connu d'un point de vue archéologique, car il est l'exemple type du possible prolongement de la circulation du cheminement à l'intérieur de la cosse, une fois celle-ci établie. En effet, le cheminement réalise ensuite un passage supplémentaire au-dessus du centre, de façon à se positionner pour entreprendre une autre série des 3 opérations avant d'atteindre le centre désiré. 7 passages au-dessus du centre sont donc indispensables pour atteindre le but ultime. Le paradigme, le labyrinthe cnossien. Nous avons choisi d'appeler tous les labyrinthes dont le cheminement répond aux critères des 3 opérations essentielles, avec ou sans prolongement à l'intérieur de la cosse, les labyrinthes à préhension centrale, car lors de la première opération le cheminement cerne au plus près le centre. De nombreux exemples archéologiques de labyrinthes à préhension centrale, depuis les périodes antiques jusqu'à nos jours et d'origines géographiques différentes, montrent l'universalité de ce schème et sa constance dans le temps, Bénévent 2016. Sur l'ensemble des labyrinthes répertoriés à ce jour dans l'archéologie, 80% répondent aux critères du labyrinthe à préhension centrale, qu'il soit inscrit dans des cercles, des carrés ou toute autre forme géométrique et ce, malgré parfois des complications souvent d'ordre esthétique. L'examen minutieux de tous ces labyrinthes met aussi en évidence l'existence de 2 grandes catégories de labyrinthes à préhension centrale. En effet,
la moitié des labyrinthes à préhension centrale présentent un même cheminement dont le parcours est l'exacte description de celui du labyrinthe cnossien déjà étudié et donc dénommé de type cnossien. Une seconde famille de labyrinthes à préhension centrale se distingue de la précédente par de nombreuses complications apparemment d'ordre décoratif et un cheminement qui reste cependant simple, puisque les 3 opérations suffisent pour atteindre le centre désiré. Le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, qui a été si souvent étudié, présente une structure caractéristique des labyrinthes de cette seconde famille. C'est pourquoi nous avons choisi d'appeler les labyrinthes de ce groupe les labyrinthes de type chartrain. Les labyrinthes de type chartrain représentent en proportion l'autre moitié des labyrinthes à préhension centrale. Exemple de labyrinthe à préhension centrale de type cnossien. Exemple de labyrinthe à préhension centrale de type chartrain. Il est important de préciser cependant que différents éléments archéologiques montrent que le labyrinthe à préhension centrale de type cnossien correspond au labyrinthe archétypal, Bénévent, 2016. On constate notamment que les labyrinthes de type chartrain sont apparus bien après les labyrinthes de type cnossien, c'est-à-dire aux alentours du Xe siècle après Jésus-Christ, et sont généralement inspirés du graphisme des labyrinthes inclus dans le pavement de certaines églises. Après avoir examiné le labyrinthe au travers de son cheminement, il s'agissait de poursuivre l'analyse en étudiant les 2 côtés du couloir qui enserrent ce parcours. L'étude des 2 forces guides du couloir ne peut se concevoir qu'à partir de la dissociation de ses composantes au niveau du point A. À partir de son analyse géométrique et de sa matérialisation par un élément allégorique ou décoratif dans certaines représentations labyrinthiques, nous avons pu montrer que le point A correspond à la zone de rencontre des 2 côtés du couloir. La figure suivante montre la dissociation des 2 forces guides du labyrinthe cnossien. Dissociation des 2 côtés du couloir du labyrinthe cnossien. Ces 2 côtés du couloir apparaissent comme 2 véritables forces guides, semblables aux berges d'une rivière, qui engendrent le cheminement et déterminent son parcours. Ces 2 forces peuvent donc se voir comme l'image d'une dualité dont les 2 principes s'accordent pour générer un 3e principe, qui est le cheminement. Cette dualité se trouve particulièrement évoquée dans la zone archéologique de Knossos, où de nombreuses monnaies représentant le labyrinthe étaient souvent accompagnées de la double H, qui se disait labris en grec, et d'où semble issu le nom même du labyrinthe. D'ailleurs, il est intéressant de noter que dans la mythologie grecque, Dédale, le constructeur du labyrinthe, est également l'inventeur de la double H. Double H Minoenne, musée archéologique d'Héraclion. Dualité du labyrinthe, les principes féminins et masculins. Ces 2 côtés du couloir, ces 2 forces guides du cheminement labyrinthique, image de la dualité, obéissent à la règle du couloir, côté gauche, côté droit. Ainsi peut-on suivre en noir le côté du couloir qui se situe à gauche du cheminement, et en gris le côté du couloir qui se situe à droite de ce même cheminement. Cependant, il existe dans les 2 cas une exception qui mérite d'être observée, puisque chacun des 2 principes dispose d'un court couloir qui lui est propre. À l'entrée du labyrinthe, un court passage se présente comme un petit couloir dont les 2 côtés sont en noir et appartiennent au même principe. À l'entrée du lieu central, se présente aussi un petit couloir dont les 2 côtés du couloir sont en gris et appartiennent au même principe. Au cours de son circuit, le cheminement va donc opérer une double pénétration qui est représentée par chacun de ces 2 petits couloirs propres à chaque principe. L'agencement du tracé et d'autres éléments géométriques ont permis de distinguer les 2 côtés du couloir, et de les déterminer comme masculins et féminins. Il serait sans doute trop long d'expliquer pourquoi avoir choisi d'adopter pour le labyrinthe les catégories. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.